Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le médecin colonel Alexis Mourou-Mouyoka. Il est pédiatre, il est le directeur du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous allons parler des missions de ce programme et des stratégies mises en place pour atteindre un maximum de population à la vaccination. Docteur Alexis, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette brève présentation faite de vous est complète? Elle n'est pas complète. Je suis effectivement pédiatre allergologue, mais je suis également spécialisé en santé publique, option gestion des établissements et services de santé, et également spécialisé en gestion de la vaccination. Voilà, vous êtes spécialisé en la gestion de la vaccination et ça cadre d'ailleurs bien avec les fonctions que vous occupez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du programme élargi de vaccination. Ça veut dire, la vaccination au Congo, c'est vous. Si ça ne marche pas, c'est vous le premier acteur. Après le chef de l'État, bien sûr, et le ministre. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter la direction du PM? Le programme élargi de vaccination est l'organe qui assiste le ministre de la Santé dans le domaine de la prévention des maladies évitables par la vaccination. C'est cela la principale mission du programme élargi de vaccination. C'est d'organiser toutes les activités qui ont pour objectif de prévenir les maladies évitables par la vaccination. Et vous savez que la création de ce programme par l'OMS et l'UNICEF remonte à 1974. Et au Congo, notre programme a été mis en place depuis 1981. Cette mise en place du programme élargi de vaccination au niveau mondial et au niveau de notre pays se justifie par une évidence scientifique, à savoir que de toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est l'intervention la plus bénéfique que l'humanité n'ait jamais imaginée. Parce que vous savez que selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination à elle seule permet chaque année d'éviter 2 à 3 millions de décès dans le monde. Et d'ailleurs, l'OMS pense que ce chiffre peut être porté jusqu'à 4 millions de décès évités dans le monde, chaque année bien sûr, si jamais la vaccination est déployée de façon optimale. Docteur Alexis Mourou-Mouyoka, quelles sont donc les stratégies que le programme élargi de vaccination met en place pour atteindre un maximum de population? Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un nombre de stratégies? La vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination a deux volets importants, à savoir la vaccination de routine, c'est-à-dire au quotidien, nous offrons gratuitement le service de vaccination dans toutes les formations sanitaires publiques et privées de notre pays pour tous les enfants âgés de 0 à 18 mois. La vaccination est entièrement gratuite, c'est-à-dire le vaccin, le matériel d'injection ou d'administration du vaccin et bien sûr la prestation. Ça, c'est la vaccination dite de routine. À côté de cette vaccination de routine, pour renforcer justement cette vaccination de routine, nous menons également des campagnes. Ces campagnes sont soit préventives, c'est-à-dire avant la survenue de toute autre épidémie, parce que nous voyons par l'analyse du risque avec nos partenaires, bien sûr l'OMS et l'UNICEF, nous voyons parfois par l'analyse du risque la nécessité de mener, en plus de cette vaccination de routine, des campagnes préventives contre certaines maladies que nous soupçonnons comme étant très menaçantes pour notre population. Et nous menons également des campagnes réactives dès qu'il y a une épidémie. Voilà à peu près les activités de vaccination. Pour les mettre en œuvre, effectivement, nous avons des stratégies de vaccination. Ces stratégies sont au nombre de 3. Nous avons la stratégie fixe, c'est-à-dire les services sont installés et offrent le service aux populations qui peuvent venir vers ces services. Et à côté de cette stratégie fixe, nous avons la stratégie dite avancée. Lorsque nous nous rendons compte que, par exemple, la population est située à une distance de plus de 5 km, nous adoptons cette stratégie dite avancée, c'est-à-dire nous installons des équipes qui vont journalièrement se rapprocher des populations en s'approvisionnant depuis leur base et se rapprochent un peu plus parce qu'on sait que
même si la vaccination est gratuite, il y a le coût indirect, le déplacement que les personnes doivent payer, par exemple prendre le bus. Et en ce moment-là, nous utilisons la stratégie avancée pour se rapprocher. Si nous voyons que la distance est en tout cas de 5 à 10 km. À partir du moment où nous voyons aussi qu'il y a des populations qui dépendent de nos centres de vaccination, mais qui sont situés à plus de 20 km, nous adoptons ce que nous appelons la stratégie mobile. C'est-à-dire, cette fois-ci, nos équipes vont se doter de toute la logistique nécessaire pour aller séjourner, parfois jusqu'à une semaine ou plus, pour vacciner les populations qui sont éloignées ou dans des zones difficiles d'accès, pour permettre également à ces populations de bénéficier de la vaccination, parce que vous savez que le principe même du programme élargi de vaccination, c'est que les avantages de la vaccination pour la santé ont été tellement établis comme une évidence que l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'étendre ces avantages au plus grand nombre, c'est-à-dire à toute la population du monde, quel que soit ce que cette population est en termes d'origine, quel que soit ce que cette population est en termes de lieu de naissance, quel que soit ce que cette population est en termes de niveau socio-économique. Les avantages de la vaccination ont fait que la communauté internationale a pris le partenariat international très robuste qui s'est installé, a fait en sorte que l'on puisse étendre ces avantages au plus grand nombre, c'est-à-dire à toute la population mondiale. Docteur, comment se fait maintenant la mobilisation sociale? Et naturellement, vous faites bien de poser cette question. La vaccination, nous ne le dirons jamais assez, se résume à 3 V. Le premier V, ce sont les vaccins. Il faut disposer des vaccins de qualité, ce qui veut dire que le circuit d'approvisionnement est très bien tracé et la chaîne de froid est très bien respectée. Ça, ce sont les vaccins de qualité, c'est la première condition. Sans vaccin, il n'y a pas de vaccination. À côté des vaccins, le deuxième V, ce sont les vaccinateurs compétents. C'est-à-dire, nous devons avoir un personnel pour lequel nous faisons régulièrement le renforcement des capacités pour le rendre apte à pouvoir administrer les vaccins en conformité avec les évolutions en la matière. Et le troisième V, vous venez d'en parler, il faut qu'à l'arrivée, il y ait beaucoup de vaccinés. Nous pouvons disposer de vaccins de qualité. Nous pouvons déployer des vaccinateurs compétents. Mais s'il n'y a pas une forte demande des communautés, c'est-à-dire si la population n'adhère pas massivement aux activités de vaccination, nous n'aurons pas beaucoup de vaccinés. Et donc, nous avons des stratégies de communication et de mobilisation sociale. La communication, c'est ce que nous sommes en train de faire. Elle peut se faire donc par les médias pour atteindre le plus grand nombre. Les activités de mobilisation sociale, c'est que nous agissons sur différents influenceurs au sein des communautés pour, à travers ces influenceurs, atteindre la population qui peut plus facilement écouter ces influenceurs-là et nous permettre d'obtenir cette adhésion massive de la population. Ça, c'est vraiment le plus grand exercice parce que c'est l'exercice qui mobilise toutes les communautés, c'est-à-dire chacun doit faire sa part. Les médias que vous êtes, vous devez faire votre part. Et les leaders d'opinion d'abord, les leaders sur le plan de l'administration même du territoire, tout le monde, chacun à son niveau, en ce qui le concerne, doit faire sa part pour atteindre ce troisième objectif qui est l'adhésion de la population. Le PEV et Gavi, peut-on parler de partenariat ou encore d'une collaboration simple? Gavi, c'est la Global Alliance for Vaccine and Immunization. C'est une alliance qui symbolise ce partenariat international robuste qui s'est noué autour de la vaccination, qui regroupe bien sûr la Fondation Melinda et Bill Gates en termes de financement et d'autres donateurs bien sûr comme le Rotary Club, mais qui regroupe également sur le plan technique des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est du domaine surtout technique, mais également l'UNICEF pour ce qui est du domaine de la communication et de la logistique. C'est donc ce partenariat qui regroupe les partenaires techniques et financiers qui constitue la Global Alliance for Vaccine and Immunization, en sigle Gavi. Maintenant, comment se fait un peu l'appui de l'OMS et de l'UNICEF? Je le disais tout à l'heure, dans le domaine technique, c'est-à-dire en ce qui concerne surtout le renforcement des capacités de notre personnel, en ce qui concerne l'adoption des stratégies de collecte, de gestion des données de la vaccination, en ce qui concerne tout ce qui permet sur le plan
techniques, de s'assurer que nous faisons les choix qui permettent de protéger la population contre les principales maladies qui sévissent dans notre région. Nous avons surtout l'appui de l'OMS. Mais quand il s'agit des domaines comme la logistique de vaccination qui concerne bien sûr le circuit d'abord d'approvisionnement, mais surtout les équipements pour assurer le respect de la chaîne du froid qui doit être conservée depuis la production, le transport, le stockage, la distribution et l'administration du vaccin, nous bénéficions de l'appui de l'UNICEF. En ce qui concerne les stratégies de communication et de mobilisation sociale pour obtenir l'adhésion de la population à cette activité qui est une offre de qualité, nous avons le soutien là également de l'UNICEF. C'est dire à quel point, et tout ceci est généralement financé bien sûr par le gouvernement, mais également par l'appui des partenaires, dont les partenaires de l'Alliance Gavi. Docteur, parlons justement de la chaîne de froid. En dehors de Brazzaville, est-ce que dans les autres départements, la chaîne de froid est bien installée? Tout à fait. Notre système d'approvisionnement prévoit d'abord de partir de l'étranger où le vaccin est conditionné, en respectant la chaîne du froid, même lors du transport aérien. Et arrivé dans notre pays, notre système d'approvisionnement prévoit 4 niveaux. Nous avons le niveau central, au niveau de Brazzaville, qui est le plus grand point de réception et de stockage avant la distribution. Mais nous avons également un niveau subnational à travers la sous-base de Pointe-Noire qui couvre la zone sud, mais également la sous-base d'Owando qui couvre la partie centrale et la partie nord de notre pays. En dehors de ce deuxième niveau qui est le niveau subnational, nous avons le niveau départemental, c'est-à-dire les départements ont également leurs dépôts à partir desquels nous faisons l'approvisionnement du niveau opérationnel qui est le 4e niveau, à savoir le niveau des dépôts des districts sanitaires. Mais par la suite, à partir de ces niveaux, il y a la distribution dans les différents centres de santé qui disposent également à tous ces niveaux, il y a une chaîne de froid. Et pour dire que notre chaîne de froid touche tout le pays, nous avons mis en place un plan de réhabilitation de toute la chaîne de froid pour que nous puissions veiller à ce que tous les équipements soient aux normes de l'OMS, mais également adaptés aux conditions de notre production d'électricité. Vous savez que nous avons des départements qui ne sont pas très bien couverts en électricité, mais même dans ces départements, nous veillons à ce que la chaîne de froid soit respectée. Ce plan de réhabilitation nous a permis d'identifier nos besoins et de dire que nous avons besoin de changer 496 équipements. Et nous venons d'obtenir, à travers ce que l'on appelle la plateforme d'optimisation de la chaîne du froid, nous avons reçu ici à Pointe-Noire 183 équipements qui sont surtout des équipements solaires que nous sommes actuellement en train de déployer dans le cadre de la mise aux normes de nos équipements. Évidemment, quand nous disons 183 équipements, ils sont déployés dans les 12 départements de notre pays pour que la chaîne du froid soit maintenue depuis la production, comme je vous l'ai dit, le transport aérien, le stockage au niveau central, au niveau départemental, au niveau des districts sanitaires, mais également au niveau des centres de santé, jusqu'à toute la chaîne du froid, au niveau des sites même d'administration du vaccin. Le vaccin doit être dans des portes-vaccins jusqu'au moment où il est conditionné au dernier in fine pour être administré aux bénéficiaires. Docteur Alexis Mourou Mouyoka, vous avez assisté à un atelier sur les microplans, un atelier d'élaboration des microplans relatifs à l'épidémie de la fièvre jaune. Pourquoi cet atelier? Parce que nous avons au départ prévu, depuis 2019, avec l'appui de Gavi, nous avions prévu, dans le cadre de la mise en place de la stratégie dite EI, EI qui signifie éliminer des yellow fever epidemics en Afrique, donc éliminer les épidémies de fièvre jaune en Afrique. Vous savez que le vaccin de la fièvre jaune a été découvert depuis 1948 et nous savons que ce vaccin a été plus utilisé en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Ce qui fait qu'en Afrique centrale, il y a eu cette résurgence des épidémies ces dernières années, et à savoir l'épidémie surtout qui a touché la RDC et l'Angola en 2016. C'est à partir de cette épidémie qui a occasionné l'importation ou l'exportation vers l'Asie, surtout la Chine, que cette stratégie a été mise en place pour
contrôler à nouveau la fièvre jaune. Et donc, dans cette stratégie, le Congo a développé son plan stratégique et a mis au point un plan de mise en œuvre d'une campagne préventive de masse contre la fièvre jaune. Et avec l'appui de Gavi, nous avons obtenu cet appui en 2019. Et depuis quelque temps, nous avons déjà reçu les 4 millions de doses pour mettre en œuvre cette activité et nous avons également reçu un appui financier de Gavi dans la mise en œuvre de cette campagne. Et c'est pendant que nous étions dans ces préparatifs qu'on s'est même rendu compte que nous avons eu 3 cas confirmés de fièvre jaune, dont 2 cas à Pointe-Noire et 1 cas à Brazzaville. Alors donc sur cette base, nous allons riposter et il fallait donc mettre en place un plan de mise en œuvre maintenant de cette vaccination. Et pour cela, il faut commencer par la micro-planification, c'est-à-dire associer les acteurs à la base, aussi bien du côté du personnel qui couvre les aires de santé que du côté des communautés qui sont au niveau de ces aires de santé. Nous devons discuter pour avoir une idée réelle de la population qui existe sur chaque aire de santé, de la distance qui sépare cette population de nos centres de santé pour pouvoir naturellement adapter les stratégies que je venais d'évoquer, la stratégie fixe, la stratégie avancée, la stratégie mobile. C'est en fonction de ça que nous dirons que notre plan est consolidé, que nous connaissons exactement les besoins en détail dans chaque département et c'est sur cette base que nous pourrons déployer aussi bien les mobilisateurs sociaux que les vaccinateurs pour pouvoir couvrir toute la cible et atteindre nos objectifs pour cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui se prépare. Les résultats attendus, vous visez quel pourcentage? Dans ce type de campagne, le résultat visé est de pouvoir vacciner au moins 95% de la cible. Et la cible en ce qui concerne la fièvre jaune concerne toutes les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Et donc, nous devrons pouvoir vacciner 95% de cette cible pour dire que nous avons atteint nos objectifs. Nous l'avons fait à Pointe-Noire en 2018 où nous savions que la cible était de 1 111 000 habitants à Pointe-Noire à l'époque, en 2018, en octobre 2018 précisément. Et nous avions pu vacciner à l'époque en 7 jours 1 114 000 personnes au lieu de 1 111 000 personnes parce que nous savions qu'il y avait aussi des gens qui sont dans les départements voisins du Kwilu et surtout du Niari qui avaient dû certainement bénéficier de cette vaccination. Docteur Alexis Moyoka, nous avons ces derniers temps, ça fait quelques semaines, il y a une épidémie de rougeole qui sévit dans le Kwilu et à Pointe-Noire. Qu'est-ce que le PLEV va faire pour lutter contre cette épidémie? Tout à fait. Nous avons d'ailleurs cette flambée d'épidémie de rougeole, pas seulement dans le Kwilu à Pointe-Noire, mais également dans la Likwala et je dirais même dans la quasi-totalité de nos départements. Déjà en 2019, nous avions organisé une grande activité pour l'élimination de la rougeole. Vous vous souvenez, sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons lancé le 5 mars 2019 à Blanche-Gomez une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans le cadre justement de l'objectif d'élimination de la rougeole. Cette campagne visait à introduire le nouveau vaccin combiné rougeole-rubéole, qui est d'ailleurs désormais le vaccin que nous utilisons pour protéger contre la rougeole, parce que toutes les études ont permis à l'OMS de démontrer qu'il était mieux de combiner le vaccin rougeole-rubéole, parce que la rubéole est une maladie proche de la rougeole. Elle ne tue pas autant que la rougeole, mais elle a des conséquences, surtout pour les filles qui seront les futures mamans, parce qu'on sait que cette rubéole, même si elle ne se manifeste pas avec la même virulence que la rougeole, mais elle provoque des malformations chez le bébé né d'une mère qui aura été porteuse, qui n'aura pas été vaccinée contre cette rubéole. Donc, nous combinons les deux puisque les deux maladies se ressemblent et pour être sûr de bien éliminer la rougeole, il faut ce vaccin combiné rougeole-rubéole. Donc, la stratégie est désormais basée sur ce vaccin. Et donc, nous avions pour cette campagne, au lieu de cibler uniquement les personnes de 0 à 5 ans à l'époque, nous avons pris les enfants de 9 mois à 15 ans. C'était dans le but
justement d'endiguer toute la cohorte d'enfants susceptibles, parce que nous savions que nos couvertures n'avaient pas été bonnes, surtout pendant la période de 2014 à 2017. Et donc, il a fallu en 2019 rattraper en quelque sorte le fait qu'il y avait certainement une accumulation d'une cohorte d'enfants très susceptibles à la rougeole. Donc, voilà pourquoi nous avions élargi la cible déjà pour pouvoir consolider l'immunité de nos enfants et des personnes susceptibles de contracter la rougeole. Et maintenant que nous voyons qu'il y a cette résurgence des flambées, nous sommes en train de répondre à l'échelle départementale, mais nous allons également prévoir cette année, en plus de la campagne fièvre jaune, une campagne de plus qui sera une campagne avec le vaccin combiné rougeole, rubéole. Et nous sommes avec Gavi en train de prévoir d'organiser cette campagne à la rentrée octobre 2022. Mais entre-temps, nous allons riposter d'abord à l'échelle des différents départements où nous avons observé cette flambée d'épidémie de rougeole. Docteur, que dites-vous au sujet des femmes qui ne veulent pas emmener les enfants à la vaccination? J'ai écouté dans les quartiers de Pointe-Noire que le vaccin serait les urines du président de la République. Nombreuses femmes ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Vous savez, je le disais d'entrée de jeu, que de toutes les interventions à caractère sanitaire, la vaccination est l'intervention la plus bénéfique que l'humanité n'ait jamais imaginée. Et vous vous souvenez que depuis notre enfance, il y a eu, avant même la mise en place du programme élargi de vaccination, cette stratégie des équipes mobiles qui étaient déployées dans nos villes et villages pour pouvoir atteindre toute la population et la protéger contre les principales maladies cibles de la vaccination. Et vous savez que la rougeole, précisément, a été qualifiée de grande dévoreuse d'enfants par Armengo, un grand pédiatre qui a eu à s'exprimer ici en Afrique au moment de la colonisation, quand nous n'avions pas encore la connaissance du vaccin et que cette rougeole décimait des villages entiers. Même nos mamans qui n'avaient jamais été à l'école à l'époque emmenaient leurs enfants à la vaccination. Donc à ces mamans-là qui subissent certainement des influences négatives, ces influences viennent parfois des réseaux sociaux, des milieux surtout où les maladies infectieuses ont suffisamment reculé, où les gens ne comprennent même pas quelle est l'importance de la vaccination parce qu'ils ne sont plus confrontés à ces maladies. Il ne faudrait pas que nous puissions suivre ce jeu parce que chez nous, ces maladies sévissent et causent des dommages. Dans certaines de nos langues et dans certaines de nos coutumes, il était interdit de compter le nombre d'enfants qu'on a tant que la rougeole n'était pas encore passée dans le village parce qu'on savait que vous pouviez vous retrouver avec 0 enfant. Et donc, ce n'est plus le moment de caresser ces maladies. Nous avons les moyens de répondre à ces menaces en protégeant tous nos enfants. Et donc, nous appelons les mamans à se ressaisir et à maintenir les bonnes pratiques qui ont toujours été les nôtres dans ce pays, qui est d'accéder, de réclamer son vaccin. Vous savez, nous avons toujours vu des mamans qui, avant la sortie de la maternité, exigent le BCG pour que leur enfant puisse sortir en toute sécurité de la maternité. Docteur Alexis Mourou-Mouyoka, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été abordé au cours de cet entretien? Tout simplement rappeler les avantages de la vaccination et dire que dans notre pays, nous avons une très grande force dans le programme élargi de vaccination, c'est que en République du Congo, les partenaires sont conscients que la vaccination bénéficie d'un engagement politique au plus haut niveau. Et vous voyez qu'il y a des pays qui n'ont pas cette chance-là, mais chez nous, les partenaires notent cet engagement politique au plus haut niveau. Vous savez que dernièrement, nous avons lancé la campagne contre la COVID-19 et c'est le chef de l'État même en personne qui a été vacciné en premier pour justement montrer l'exemple. La vaccination, ça marche. Il appartient à chacun de faire sa part. Les autorités ont fait le nécessaire. D'abord, en offrant le service de vaccination de qualité. Cela nécessite des investissements. Les autorités ont fait l'essentiel en termes de mobilisation sociale en montrant l'exemple. Il nous appartient tous, chacun à son niveau, de faire sa part et nous pensons qu'en ce moment-là, nous pourrons capitaliser les avantages de la vaccination qui demeure l'intervention majeure de santé publique.
La vaccination demeure l'intervention majeure de santé publique. C'est par ces mots du docteur Alexis Mourou-Mouyoka, directeur du programme élargi de vaccination, que nous mettons un terme à cette émission consacrée aujourd'hui aux missions essentielles du PEV et aux stratégies mises en place pour vacciner le plus de populations. Nous allons vous retrouver une fois prochaine. Au revoir et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Au revoir.